Bonjour. C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision Madame Mouna Hachim, essayiste, professeure et romancière. Mouna Hachim est auteur de plusieurs ouvrages, tous marqués par l'histoire et ses résonances bien actuelles. Parmi ceux-ci, les manuscrits perdus, Histoire inattendue du Maroc, Chronique insolite de notre histoire, Maroc des origines à 1907, Dictionnaire des noms de famille du Maroc. Et en juillet 2014, Madame Hachim a présenté sur la base de ses recherches un documentaire historique sur la chaîne Medi 1 TV sous le titre La route des origines. Bentoumert ou Les derniers jours dévoilés, son dernier livre publié en 2021 chez La Croisée des chemins au Maroc. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Hachim. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être là. Je vous en prie, le plaisir est pour nous. Alors, une certaine polyvalence, romancière, journaliste, historienne aussi, avec ce trait d'union qu'est l'écriture de manière générale. Mais selon vous, en quoi un romancier peut-il être aussi un historien de votre point de vue? Alors pour commencer, il faut dire que je ne me présente absolument pas du tout comme historienne, bien que effectivement tous mes essais et tous mes romans soient marqués par l'empreinte de l'histoire. Peut-être d'une part parce que je suis venue à l'histoire par le biais de la littérature et puis un petit peu comme une autodidacte, au fait, plus par passion que par réelle formation universitaire, même si je suis persuadée que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a aussi une volonté de rester en dehors d'un certain carcan académique, avec tout mon respect évidemment pour le milieu. C'est que je suis dans différentes disciplines des sciences humaines, et c'est là où ça devient absolument passionnant pour un romancier. C'est toutes ces sources d'inspiration que cela procure, richesse entièrement, des personnages pour couleurs, des lieux de mémoire, et puis des enseignements aussi, qui sont valables aussi bien hier comme aujourd'hui. Et donc au final, un historien ou un romancier comme un historien, il va aller collecter des données, recouper des informations, traiter des sources, et puis il peut associer la concision, disons, de l'historien avec cette narrativité propre au romancier pour donner une œuvre caractéristique qui est en phase avec son parcours et avec ses sensibilités. Alors cette touche historique, elle est là dans tous vos écrits. Chronique insolite de notre histoire, les manuscrits perdus, histoire inattendue du Maroc. Ça, c'est impressionnant et fascinant. On a l'impression que la notion de l'insolite, elle est présente là, mais encore histoire inattendue du Maroc, quelque chose d'impromptu, comme si on ne le connaissait pas avant. Pourquoi inattendu, justement? Est-ce justement pour dévoiler certaines zones d'ombre autour de cette histoire du Maroc? Est-ce qu'il y a d'autres raisons, justement? Alors, en fait, Histoire inattendue du Maroc, c'est le titre donné par l'édition française de mon précédent ouvrage, Chronique insolite de notre histoire, et en sous-titre Maroc des origines à 1907. Et en effet, comme dans mes autres romans, Les enfants de la Chaouia, ou dans le roman Les perdus, comme dans le dictionnaire des noms de famille du Maroc, ce qui me passionne et ce que je trouve fascinant dans l'approche de l'histoire, c'est de la traiter sous un prisme, disons, moins conventionnel, moins axé sur l'histoire institutionnelle et davantage sur le volet humain, sur le volet social, sur marquer aussi une distance par rapport à certaines lectures, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, et même nationales parfois. Et en ce sens, j'essaye de distancer par rapport à, disons, une certaine lecture qui a bâti, construit un roman national, comme ça se construit d'ailleurs un peu partout à travers le monde. Et dans le cas de figure qui m'intéresse particulièrement, par exemple, j'accorde un peu plus de place à tout le passé anti-islamique du Maroc qui avait été longtemps mis de côté dans les sources officielles, l'école par exemple et autres.
Par exemple, j'accorde plus de place à l'histoire des peuples autochtones, amazirs. Oui. J'essaie de jeter un peu de lumière sur des événements troubles, sur des guerres intestines, des trahisons, des défaites, des aspects sur lesquels on n'a pas envie forcément de s'étendre. Et puis par ailleurs, d'un autre côté, j'essaie d'aborder l'histoire du Maroc dans un ancrage un peu plus large, l'ancrage à l'Afrique, au bassin méditerranéen, et ne plus être tributaire de ce seul arrimage à l'Orient, comme l'ont voulu certaines thèses qui abordent l'histoire du Maroc. Et enfin, il y a aussi l'historiographie coloniale, dont je dénonce certains clichés, disons, ethnographiques, et puis Oui, surtout, exactement. cette opposition systématique qu'on a voulu dresser au Maroc comme si tout était opposition, Bled Mkhzen, Bled Siba, pays soumis, pays de la dissidence, arabes, berbères, juifs, musulmans, etc. Et on sait très bien que ça correspondait à une mission coloniale et surtout à des pouvoirs militaires en place dans le sens de diviser pour mieux régner. Donc c'est un petit peu ça mon approche, rester un petit peu libre de tout ça et puis, aborder l'histoire à mon humble niveau et avec mon propre regard. Excellent. Votre tout récent, on va dire votre tout récent, c'est en 2021, Ben Tchoumert, ou les derniers jours dévoilés. Bon, les gens qui nous regardent ici au Québec et au Canada, peut-être ils se demandent c'est qui ce personnage, mais bon, pour peut-être des personnes comme moi qui sont originaires du Maroc, n'est-ce pas, on a appris des choses sur Ben Tchoumert comme étant personne fondatrice d'un pan de l'histoire du Maroc pendant une année quelconque, on va dire. Donc un personnage qui a existé, mais qui était parmi les personnages, on va dire, fondateurs de cette histoire. J'aimerais vous demander pourquoi vous avez choisi justement, Madame Hachim, de parler de Ben Tchoumert alors qu'il y avait d'autres personnages aussi qui étaient présents justement dans l'histoire du Maroc en général. Mais vous avez choisi de parler justement de Ben Tchoumert. Je vais vous reposer cette question. Contrainte de télévision, on va le faire après la pause publicitaire. Notre invité de ce jeudi, mesdames et messieurs, Madame Mouna Hachim, qui nous parle du Maroc, son tout dernier, Ben Tchoumert, ou les derniers jours dévoilés. Restez avec nous, on vous revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres chez ICI Télévision, Madame Mouna Hachim, journaliste et écrivaine, elle nous parle du Maroc, son tout dernier, Ben Tchoumert, ou les derniers jours dévoilés. Je rebondis sur la question, Madame Hachim, pourquoi Ben Tchoumert exactement? Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas une biographie de Ben Tchoumert, même si le nom figure dans le titre et que le personnage est présent avec force dans le roman. Et en fait, il s'agit plus précisément d'une fresque sociale, une fresque historique, qui retrace les 27 dernières années de règne, soit de 1120 à 1148, du règne des Almoravides sahariens, qui sont eux les voilés, voilés parce qu'en arabe on les appelle al-Mouletimoun, les porteurs du thème du voile saharien, comme les Touaregs dont ils sont originaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a voilé avec un V majuscule, et qui régnaient sur un empire, ces Almoravides qui allaient des rives du fleuve Sénégal jusqu'à une partie de la péninsule ibérique et de l'Atlantique à Alger, avec Marrakech pour capitale. Et ce vaste empire va connaître la chute et l'ébranlement de ses structures sous l'impulsion d'un grand chef spirituel qui est Mohamed Ben Tchoumert, lequel Mohamed Ben Tchoumert est un personnage ambivalent, un personnage fascinant à étudier parce qu'il y a des aspects lumineux dans son parcours et des aspects beaucoup plus sombres. C'est un érudit, c'est un ascète, c'est aussi un illuminé. C'est un homme qui est sorti des montagnes de l'Atlas et qui a jeté les bases d'un empire qui allait devenir l'empire almohade, unificateur du Maghreb et de l'Andalousie, avec Marrakech pour capitale. Et cet homme va user de tous les moyens à sa portée, idéologiques, pédagogiques, etc., pour se débarrasser de ses opposants, quitte à user de violence doctrinale. Et là, on revient à ce que je disais au départ, dans le sens de sortir d'une vision un peu
en génisse. Carré, on va dire. En fait, exact, en montrant le personnage, donc sa dimension, de la plus positive à celle qu'on ne peut pas forcément voir. Et on retrouve des choses quand même assez affolantes, notamment la notion de takfirisme qui n'est pas sans nous rappeler des épisodes que nous avons vécus sur Terre sous différents cieux à notre époque contemporaine. L'occasion pour moi aussi de revenir sur des thématiques comme l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, sur aussi les gloires et les splendeurs et les chutes civilisationnelles ou dynastiques telles que cela a été vécu par les Almoravides et tel que ça a été élaboré dans des théories comme celle de Khaldoun. Mais là, on est à 100%. Donc, Ben Soumer, justement, Madame Hachim, permettez-moi d'interrompre. Il s'est investi justement comme réparateur des dogmes de l'époque. Il était contre le fanatisme qui avait régné à l'époque. On peut le dire comme ça. Mais disons qu'en voulant combattre le dogmatisme des théologiens malikites du règne almoravide, il est tombé lui-même dans un plus grand dogmatisme, alors qu'il aurait pu, par exemple, prôner une voie plus pacifiste, une voie plus réformiste, alors que lui était carrément dans le renversement et dans le changement radical. Alors c'est sûr que les récits insistent sur les autres dimensions liées à la vie de ce personnage, comme je disais tout à l'heure, sa maîtrise de l'art de la controverse, sa polyvalence. On le décrivait comme en langue berbère Asafou, la lumière de la foi et de la science. Ouais. Je pense qu'il a été quêté à Cordoue, à la Mecque, à Bagdad. Il a rencontré les héritiers des théologiens Mu'tazila. Il est connu aussi pour avoir été nourri de la pensée du théologien Al-Ash'ari, du philosophe mystique Al-Ghazali. Et puis, il a fait dans une sorte de, comment dire, patchwork, excusez-moi l'expression. Je vous en prie. Un mix, il a ajouté par exemple des éléments du chiisme. Et on le retrouve avec cette notion de Mehdi, le Mehdi qui est un sauveur eschatologique. Personne attendue. Exact. En plus, absous du péché, ce qui est chez les sunnites, on le sait, une caractéristique prophétique. Et puis, il a créé son mouvement qu'il appelle le mouvement unitarien, le mouvement des Mouahidoun, qui a donné le mot al-Muhad en version hispanisée, et ce qui suppose ceux qui proclament l'unicité divine. Et alors, quand ils proclament cela, ils se mettent directement en opposition contre une opposition aux Almoravides qu'ils traitent de Mujassimoun, ceux qui attribuent à Dieu des caractéristiques humaines. C'est très important à maîtriser parce qu'en fait, à mettre l'accent sur ces points-là, parce que cela permet de comprendre toute cette violence qui s'est déchaînée contre les Almoravides et qu'on a éradiqué. On a même éradiqué leurs vestiges dans de grandes œuvres qui ont été bâties par les Almoravides. Ce que je voulais dire, il était unificateur et était rassembleur justement à ce niveau. Mais il y a aussi la présence des femmes qui ont joué un rôle important dans les événements politiques, Madame Hachim. Mimouna, vous avez parlé de Mimouna, pas juste elle, on va dire, mais voulez-vous nous en dire plus? Est-ce que ces femmes s'opposaient à quelque chose? Elles s'opposaient à quoi, dans le fond? Alors, le récit, c'est vrai que le récit est raconté sous le prisme féminin. Et c'est un petit peu pour moi une sorte de, disons, de revanche sur une histoire qui est racontée par les hommes pour les hommes et dans lesquelles les femmes sont les grandes absentes. Et là, j'avais fait la découverte de ces personnages fabuleux qui viennent me démontrer que les femmes n'étaient pas ni des spectatrices passives, ni des objets décoratifs, comme on le voit parfois dans certains récits orientalistes où on se retrouve avec des odalisques lascives dans leur harem et totalement détachés des cours des choses. Et là, on se retrouve avec des personnages incroyables qui ont réellement existé et qui m'ont bien sûr inspiré au même titre que Bentoumer. Alors, le roman d'ailleurs se divise en 3 parties. La première partie s'appelle La chute de Soura, qui est la sœur de Lémir, cette Beltachvili, et dont Bentoumer a provoqué la chute de sa monture, un épisode véridique, parce que non voilé, et dans les rues de Marrakech, et ça c'est relaté dans les faits, et c'est celle-là qui commence le roman. La deuxième partie s'appelle L'errance de Mimouna, Mimouna qui est sa cousine, qui est aussi une princesse almoravide, et qu'on va retrouver entre les villes de Zagora et de Tilmet après son départ de Marrakech, et qui va se retrouver à négocier de manière très audacieuse la libération de captives auprès d'Abdelmoumen El-Goumi, qui était le chef de guerre, le lieutenant de Mohamed Bentoumer et le premier sultan
de la dynastie almohade par la suite. Et puis la troisième partie, ça s'appelle le combat de Fannou. Et Fannou, oui, qui est la sœur de Mimouna, qui est aussi une princesse almoravide et qui est une guerrière, qui a réellement existé. Et ce qui est complètement fou, c'est que cette princesse a combattu les armes à la main, les Almohades quand ils sont rentrés dans la cité émirale. Et elle s'est déguisée en homme en mettant le voile des Almoravides sur le visage. Et les Almohades ne se sont rendus compte qu'ils combattaient, comme il l'a appelé, une jeune pucelle, c'était vraiment une jeune femme, qu'au moment où elle est tombée à terre, tuée avec le voile d'épée. Et ça, c'est les historiens des Almohades qui racontent la chose pour dire un peu le rôle de ces femmes. Très bien, on va rebondir sur ça avec une pause. On est obligé donc de le faire comme ça. Puis on revient à la discussion avec vous, Madame Mouna Hachim. Un plaisir de continuer la conversation avec vous. On vous revient, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion avec Madame Mouna Hachim, qui nous parle du Maroc, auteur de ce livre Bentoumert, où les derniers jours dévoilés, justement publié chez la Croisée des Chemins, au Maroc, à Casablanca. C'est une histoire qui est riche au Maroc, il faut dire. Il y a beaucoup de péripéties qui sont intéressantes. Il faudrait les connaître. L'histoire est quand même assez intéressante. Plus de 12 siècles, on a l'habitude de le dire. Quand même, c'est un grand royaume. Alors, on a le plaisir de recevoir une romancière qui a une touche, justement, qui rapporte cette touche d'histoire dans ses livres. Madame Hachim, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, pour un petit extrait, pour mettre au parfum nos téléspectatrices et téléspectateurs du Canada qui nous regardent. Je vous invite donc à partager avec nous un petit extrait. C'est à vous, madame. Avec plaisir. Alors. Ainsi va le cours du monde. Arrivée en princesse, Mimouna, la tête enveloppée dans un fichu noir, repartait en esclave, enchaînée, les dents claquant de froid et de peur, grelottant de fièvre et de faim, avec d'autres captives à garde. Elle qui rêvait de la majestueuse montagne au loin, depuis le luxe de son palais, comment aurait-elle pu imaginer un jour traverser ces méandres dans toute cette horreur? Comment trouvait-elle la force de subir son sort avec cet air impassible d'authentiques martyrs? Vers où la menait ce chemin tortueux, enserré sur plusieurs kilomètres entre des pentes raides, formé vers la fin un escalier de pièces de bois que l'on pouvait enlever pour couper l'accès à tout visiteur indésirable. Situé au bord d'un précipice qui plongeait dans le vertige du vide et dans la terreur des insondables abîmes, le sentier était tellement étroit qu'on ne pouvait y passer à plus d'un cheval, tellement abrupt qu'il harassait une bête de somme, tellement terrifiant qu'on dira plus tard un fameux poète et vizir, même un djinn appréhenderait de s'y aventurer en plein rêve. Magnifique. Voilà. C'est beau de voir comment est-ce que vous romancez justement votre livre avec ces questionnements, justement. Puis je dois vous avouer qu'en ayant lu le livre, justement, tout entier, il y a cette impression que vous tentez de couper avec cet angélisme du genre, on parle d'un tel personnage né à en telle date qui a fondé tel monument. Vous avez essayé de sortir de cet angélisme, d'en finir avec cette glorification justement des ancêtres en allant à la profondeur des événements. Voilà. Je reste au fait fidèle à ma logique d'ensemble qui essaye de prendre un petit peu des distances par rapport à certaines lectures d'Orient ou d'Occident, des lectures même nationales, ultra-traditionnalistes ou conventionnelles et qui penchent vers un excès, disons, de comment dire, tout est poli, tout est arrondi, tout est joli, alors qu'en fait, nous sommes en présence d'humains comme nous, avec personne n'est tout noir ou tout blanc. Intérieurement, nous sommes faits de choses positives et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et il me tient à cœur de mettre ces aspects, en plus sans tabou, on n'a pas de quoi rougir quand on regarde des événements historiques ou des films historiques qui se passent partout à travers la planète. Nous voyons bien que c'est des mares de sang et des violences inimaginables, donc nous n'avons pas à rougir de ces éléments-là d'histoire qui sont propres à l'humanité de manière générale. Alors justement, un personnage comme Bentoumert, c'est un personnage ambivalent. On a bien vu qu'il est à la fois érudit, ascète, mais en même temps illuminé, en même temps un fou furieux, censeur des mœurs, radical à souhait.
C'est la même chose pour un personnage comme Moumen El-Goumi, par exemple, qui est venu avec une reine du Maghreb central à son retour d'Orient et qui, là encore, peut se montrer d'une grandeur chevaleresque qui est incroyable et qui est relatée dans le roman sur la base de récits historiques et en même temps peut être d'une cruauté, d'une barbarie qui est juste effroyable, comme on l'a vu lors du siège et de la prise de Marrakech en 1840. Puis c'est pas pour rien qu'on l'appelait Mehdi Ben Toumel, parce que Mehdi, c'est comme il ramène avec lui quelque chose de nouveau là. Il s'autoproclame comme un illuminé, ou il est unificateur, rassembleur, comme on dit. Voyez-vous, il reste moins de 2 minutes, Madame Hachim. Votre regard, le regard que vous portez sur l'histoire du Maroc, on va dire après avoir écrit ces livres. Puis cette histoire, il faut dire, on est, comme je dirais, souvent menacé ou exposé justement à des déviations de cette histoire, je veux dire, de manière générale. Comment est-ce que vous percevez l'histoire du Maroc contemporaine présentement? Question difficile, c'est pour ça que moi j'aime l'histoire ancienne, c'est parce qu'il y a du recul par rapport aux événements, et on peut les analyser d'une autre manière. Mais bon, je dirais que c'est une histoire qui s'inscrit évidemment dans la continuité avec de fortes attaches à nos traditions, à nos institutions, à notre passé. Et puis, c'est aussi de grands défis à relever sur le plan international de manière générale. Bon, c'est un contexte mondial qui connaît des événements qui nous impactent tous, qu'on le veuille ou pas. En ce moment, nous vivons la guerre en Ukraine, nous vivons des crises qui planent d'insécurité, notamment l'insécurité alimentaire. Nous avons vécu une crise sanitaire qui a d'ailleurs, entre parenthèses, été très, très bien menée au Maroc, mais avec des fois des décisions qu'on peut, nous, en tant que citoyens, juger parfois logiques, parfois totalement arbitraires, comme d'ailleurs ça s'est passé un petit peu partout à travers le monde. Et puis au final, pour reprendre la fameuse expression, c'est un petit village globalisé où quand quelqu'un éternue de l'autre côté du globe, on se retrouve tous impactés d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a tout de même des défis internes à relever, les défis du développement économique et social. Et là, on peut dire qu'il y a des grands chantiers qui sont menés, comme les grands budgets de l'État qui sont alloués en ce sens. Et je dirais que dans ce domaine, l'école devrait être au centre en tant que seul ça, c'est définitif. Donc, je pense que sur cette note, l'école, justement, elle devrait jouer un rôle important. C'est on va dire une belle clôture, parce que déjà, le temps de l'émission est fini. C'est un plaisir de vous avoir accueilli, Madame Mouna Hachim. Ben Toumert, ou Les derniers jours des voiles, publié chez La Croisée des Chemins, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Madame Hachim. Vous parlez de Casablanca, du Maroc. Salut à tous les Marocains. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À jeudi prochain.